David Gilles, qui est professeur d'histoire du droit à l'université de Sherbrooke au Québec. J'ai profité de sa présence en France, puisqu'il est professeur invité à l'université de Paris 4 pour l'année 2015-2016, Paris 5, pardon, excusez-moi, 2015-2016, donc cette année. Et donc, c'est à l'occasion de rencontres qu'on a pu échanger un petit peu effectivement sur nos thèmes de recherche. Et comme vous le savez, dans ce séminaire, on avait commencé l'an dernier par la thématique du jansénisme, et on s'était dit que finalement, chaque année, on pourrait avoir au moins une intervention sur le jansénisme sur les 3 années du séminaire, je dirais la période qu'on a pour l'instant mis en place. Et donc, David va aujourd'hui répondre à cette demande, et il va nous parler donc d'un auteur qu'il connaît particulièrement bien, que nous connaissons peut-être beaucoup moins bien, effectivement en tant qu'économiste, c'est Jean Domas. Alors je lui laisse la parole pour 45 minutes, hein, voilà, donc, et puis après on aura une discussion sur ton intervention. Merci. Alors merci beaucoup Alain, merci à vous d'être présent et puis d'être venu écouter malheureusement un historien du droit qui a très peu de compétences en matière économique, mais qui sera heureux d'apprendre à votre contact et à l'aide de vos questions. Effectivement, on va aborder quelques éléments de la pensée alors pour le coup, lui aussi, d'un pur juriste, quelqu'un qui, oui, est rattaché au cercle du premier Port-Royal, mais un personnage qui, pour toute une série de raisons, est relativement singulier, tant au regard du courant port-royaliste et des personnages comme Pascal par exemple ou Arnaud, que du courant des juristes de cette époque, où là aussi il opère un certain nombre de césures, un certain nombre de distinctions qui le rendent assez singulier. Malheureusement ou heureusement, cette singularité n'est pas forcément une originalité, on va le voir, mais plusieurs des lignes forces de sa réflexion sont parfois un petit peu datées, surtout quand on les aborde d'un point de vue économique. Et c'est pour partie ce qu'on lui reprochera, notamment les penseurs plus libéraux du XVIIIe siècle. Mais par contre, pour les juristes, il va avoir une importance relativement forte, tant, je dirais, au regard de l'économie générale de sa réflexion, empreinte de jus naturalisme, empreinte on va dire, d'un creuset religieux très fort, mais aussi et surtout au regard de la structure et de la forme juridique qu'il va donner à sa doctrine, qui vont contribuer très largement avec un juriste très attaché à Orléans qu'est Potier, qui vont faire de ces deux auteurs vraiment les pères du Code civil de 1804. Alors, je voudrais évoquer d'abord toute une série de marqueurs idéologiques que vous avez sûrement déjà évoqués pour partie, plus largement pour le courant du premier Port-Royal, mais qu'on retrouve chez Domas. Le personnage en lui-même, alors c'est j'allais dire un sombre, au cas du roi à Clermont-Ferrand. Pourquoi je dis sombre? C'est pas un rapport uniquement à la couleur basaltique de la cathédrale de Clermont-Ferrand, mais c'est plutôt attrait à, je dirais, sa posture, sa philosophie. C'est plutôt quelqu'un d'assez atrabilaire. Il ne devait pas être très, je dirais, vraiment pas un joyeux drille, mais aussi sombre parce que c'est pas un grand magistrat. C'est quelqu'un d'assez obscur, qui fréquente néanmoins certaines familles bien en cours, et ça sera notamment une très forte proximité avec les d'Aguesseau. Avec d'Aguesseau le père, et puis également le fils, bien sûr, à l'époque de Domas, le fils est relativement dans ses
jeunes années. Donc, quelqu'un qui n'est pas totalement ignoré du cercle du pouvoir, quelqu'un qui est un ami très proche de Pascal, et il est impliqué dans tous les débats du premier jansénisme, avec les Perrier, avec Pascal, avec Arnaud, notamment, je crois, par justement cette proximité amicale avec un certain nombre d'entre eux, et s'y ajoute une proximité philosophique. Et on va retrouver beaucoup des caractéristiques du premier jansénisme dans son mode de pensée. Mais ce qui fait véritablement son originalité en tant que juriste, et même à la limite en tant que janséniste, c'est sa perspective très binaire, très géométrique. Ma collègue Marie-France Renouzagamé a qualifié sa pensée de mos geometricus, donc une perspective qui prend vraiment l'allure d'un jardin à la française, où tout est ordonné, tout est binaire. On va le voir, la plupart de ces classifications d'obligations, la plupart de ces classifications de devoirs, eh bien, sont sous une dynamique de la binarité. Alors, ce qui donne, pour le coup, un caractère relativement moderne, relativement rationnel à sa pensée. Donc ça, c'est, je dirais, l'aspect le plus novateur chez lui. Il faut savoir que pour les juristes de son époque, on est dans une posture au sein de la doctrine où on est encore dans quelque chose qui, je dirais, prolonge un petit peu les glossateurs du XIIe et du XIIIe siècle, c'est-à-dire des commentaires de textes, de dispositions, des successions de thèmes sans véritable structure, sans logique propre. Et donc, ce qui va caractériser la pensée de Thomas, c'est cette logique qu'il essaye de rendre la plus large possible, la plus vaste. Il a bâti un véritable système de pensée avec une économie, je dirais, rationnelle qui a des défauts, mais qui a une forme de cohérence. Donc tout démarre sur un ouvrage qui est l'ouvrage qui est souvent le plus utilisé quand on se réfère à Thomas, c'est le traité des lois, c'est une sorte d'introduction philosophique à son ouvrage à proprement parler juridique, qui sont les lois civiles dans leur ordre naturel. Donc les lois civiles, ça signifie les lois, alors dans la tradition juridique, essentiellement des lois d'inspiration romaine. Ce n'est pas un juriste des coutumes, c'est un juriste du droit romain essentiellement, mais qu'il envisage dans un ordre particulier et dans un ordre qu'il entend être naturel, c'est-à-dire rattaché à la nature propre de l'homme. Et là, on va retrouver chez Thomas un prolongement des auteurs de l'école de Salamandre, Victoria, Suarez et autres. Donc, il structure sa pensée philosophique et ensuite juridique sur deux lois d'amour qu'il qualifie de deux lois naturelles fondamentales qui devraient gouverner toutes les actions des hommes et toutes les règles de droit qui devraient pouvoir être rattachées à ces deux principes. Alors, loi d'amour de Dieu, donc volonté d'un système juridique, d'une vie en société qui a une finalité, c'est le salut de l'homme. Donc on voit qu'on est vraiment dans une perspective très orthodoxe par rapport au jansénisme. Et une loi d'amour de son prochain, là aussi, qui n'est pas en soi une nouveauté, mais dont il va tirer beaucoup d'incidences juridiques. Donc, ces deux lois d'amour de Dieu et loi d'amour de son prochain vont se prolonger en toute une série de normes et d'obligations, et notamment une subdivision qui est très forte chez Thomas, ce sont les engagements volontaires et les engagements involontaires. Autrement dit, pour lui, toutes sortes d'obligations peuvent se décrire,
caractérisé entre engagement volontaire et engagement involontaire. Alors par exemple, un exemple classique d'un engagement involontaire, c'est par exemple une situation où il y a une situation de responsabilité civile. Donc une situation de responsabilité civile, on a fait une faute, il y a un dommage, et bien ces règles-là qui organisent la faute et le dommage peuvent se résoudre en des engagements involontaires. Donc il va architecturer, excusez-moi le terme, le barbarisme, il va construire un édifice où toute norme la plus précise et la plus simple possible va remonter à ces deux voies d'amour. Il est dans une posture, là aussi très classique vis-à-vis du jansénisme, c'est-à-dire un augustinisme très très marqué, très très fort, une vision de l'homme déchu très très prégnante, quelqu'un qui a, je dirais, un héritage plutôt ancien de ce point de vue-là, mais il nourrit quand même un thomisme relativement riche et beaucoup plus positif que par exemple Pascal. Donc on peut essayer de faire un petit peu une caractérisation. Pascal serait à positionner comme étant le plus augustinien des trois. Thomas serait en situation entre guillemets intermédiaire, et Nicole serait le plus thomiste des trois. Donc c'est un peu dans cette architecture-là, et du point de vue du thomisme, Thomas va partager beaucoup de points communs avec Nicole, et notamment toute la réflexion sur l'amour-propre et l'intérêt individuel peuvent être rapprochés entre Nicole et Thomas. Donc, il est dans une perspective où son système de pensée, le système juridique qu'il esquisse, est conçu pour racheter en quelque sorte l'homme déchu, l'homme qui a péché, l'homme qui est trop porté vers son amour-propre, qui est le venin de la société selon lui, et le système juridique est là pour rétablir cette situation et ramener l'homme vers Dieu. Avec cet élément auquel il attache une grande importance, c'est que Dieu a fait, dans son infinie sagesse, pourrait-on dire, pour le paraphraser, a mis dans ce venin qu'est l'amour-propre également un remède. Alors, quand on parcourt les écrits de Thomas, on peut s'interroger sur toute une série de thèmes que l'on retrouve chez lui et qui peuvent être rapprochés à, je dirais, au monde économique, à la réflexion économique. Bon, la première question, c'est essayer de placer son idéologie par rapport à celle de Port-Royal, si tant est qu'il y ait une idéologie de Port-Royal, au moins du premier, on peut chercher à en décrire une. Le rapport à l'argent, là, il n'y aura pas de grande surprise, bien évidemment, comme penseur chrétien et comme penseur janséniste, il y a une assez faible ouverture à l'enrichissement et à faire fructifier le profit. Une perspective autour de l'économie qui va être une perspective relativement dirigiste, très en accointance avec la pensée colbertienne de l'époque, mais avec un niveau de réflexion quand même relativement modeste. Et puis, globalement, on peut s'interroger sur, finalement, comment est-ce que Thomas envisage l'intérêt individuel à l'intérieur de son système, et est-ce qu'il est plutôt, ou est-ce qu'il penche plutôt vers un
système où l'intérêt individuel serait promu, ou un système où on est plutôt dans le cadre d'un encadrement de cet intérêt. Alors, on a une très grande place donnée à cette vision augustinienne de l'homme, où l'homme est déchu, mais où l'homme est déchu, mais Doma croit fermement qu'il est possible de lui apporter une forme de lumière. Alors, un exemple en est donné dans cette harangue qu'il a prononcée en tant qu'avocat du roi au magistrat du présidial de Clermont. Il nous dit l'entendement qui devait être le siège de la lumière, donc la raison, de la vérité et de la justice, est tombé dans l'aveuglement et dans les ténèbres de l'ignorance et de l'injustice. Et la volonté qui devait être le siège et le principe naturel de l'amour, de la vérité et de la justice est tombée dans l'esclavage du vice par sa pente au mal. Donc, vous voyez, on n'est pas véritablement dans une vision très très optimiste des choses, mais quand même, on y trouve d'abord une importance donnée à la volonté, et là, notamment à la volonté qui va être traduite dans sa pensée comme une capacité à s'engager juridiquement, à conclure des contrats, et ça va constituer une véritable ligne de conduite pour l'ensemble des lois civiles. Et puis l'idée que, oui, l'homme est déchu, l'homme est perclus de vices, l'homme est marqué par sa pente au mal, mais on peut, notamment en lui apportant la lumière par des travaux doctrinaux, on peut lui permettre, lui donner les outils pour se racheter. Alors, j'ai découpé mon intervention en deux ensembles qui valent ce qu'ils valent, mais bon, ils permettent quand même de porter un regard sur l'essentiel de sa réflexion économique, entre guillemets. Tout d'abord, on va s'intéresser à la proximité entre sa réflexion sur l'amour-propre et la logique de l'intérêt et le rapport à l'usure notamment. Puis ensuite, voir un petit peu comment est-ce qu'il organise, ou comment est-ce qu'il voit la société de son époque et comment il imagine une société économique qui serait compatible avec ses lois naturelles. Alors, l'usure, on ne sera pas étonné, il en a une vision très négative. Et ce qui est peut-être plus intéressant que ce simple constat, c'est le pourquoi est-ce qu'il juge l'usure négativement. Alors, comment est-ce qu'il la définit? On appelle usure tout ce que le créancier qui a prêté ou de l'argent ou des denrées ou autre chose qui se consomme par l'usage peut recevoir de plus que la valeur de l'argent ou autre chose qu'il avait prêté. Alors, excusez-moi, la langue est un petit peu empoulée, mais c'est véritablement caractéristique de son style. Donc, bon, voilà une définition de l'usure relativement logique. Il faut remarquer tout de suite que dans ce cadre-là, il n'évoque pas un caractère excessif de l'intérêt qui pourrait être touché. Pour lui, à partir du moment où il y a un enrichissement sans cause, ou ce qu'il considère être un enrichissement sans cause, eh bien, on est confronté à de l'usure. Donc, bien sûr, la place du prêt d'intérêt, là, est un petit peu restreinte, pour ne pas dire annulée. Mais on va le voir, c'est pas une permanence dans sa pensée. Alors, ce qu'il veut, c'est ouvrir la lumière, ouvrir les yeux des individus au regard de cette réalité. Alors, il nous dit, pour établir les principes sur lesquels il faut juger si l'intérêt du prêt est licite ou non, on n'aurait besoin que de l'autorité de la loi divine qui l'a condamné et défendu si expressément et si fortement. Alors là, il se réfère aux Écritures et notamment à l'Ancien Testament. Et là, simple petite anecdote, Doma est un juriste relativement singulier pour
sa période, parce que plutôt que de citer une infinie quantité d'autres juristes qui ont glosé, qui ont commenté, il cite quasiment pas de doctrine juridique. Les seules sources qu'il cite à l'appui de sa réflexion, c'est le droit romain d'une part et les Écritures d'autre part, et notamment l'Ancien Testament. Donc ça donne une forme très archaïque à sa perspective. Comment est-ce qu'il qualifie cela? Car quiconque a du sens ne peut refuser de tenir pour injuste et pour illicite tout ce que Dieu condamne et défend. Mais encore que ce soit sa volonté seule qui est la règle de la justice, ou plutôt qui est la justice même, il souffre et veut même que l'on considère quelle est cette justice et qu'on ouvre les yeux à sa lumière pour la reconnaître. Alors là, on va mettre un petit peu de côté l'aspect prêche. Ce qu'il veut mettre de l'avant, c'est le fait que tout individu, puisqu'il est doté de la raison, est capable de connaître la loi divine. La loi naturelle, là, dans une perspective plus naturaliste, tout à fait classique. Mais l'homme étant déchu, il a oublié pour partie cette raison. Et donc, il faut l'appuyer, il faut l'aider pour redécouvrir ces normes naturelles. Et ce qu'il envisage comme néfaste dans le prêt à intérêt, c'est le profit qui est fait au regard du prêt, parce que, selon lui, le prêt, qu'il soit d'argent ou d'autre chose, doit être par nature gratuit. Pourquoi? Eh bien, c'est QFD, parce qu'il y a la loi d'amour de son prochain. Si on aime son prochain, on lui prête. Et on ne lui prête pas contre intérêt. On lui prête parce qu'on aime son prochain. Donc, dans sa logique, alors, qui n'est en rien économique, on s'en rend bien compte, il y a une forme de cohérence. Alors, il va quand même chercher à expliquer un petit peu plus loin pourquoi l'usure est injuste. Il nous dit l'usure n'est pas seulement injuste par la défense de la loi divine et par son opposition à la charité, la bonne vieille caritas, mais elle est de plus naturellement illicite, comme violant les principes les plus justes et les plus sûrs de la nature des conventions, et qui sont les fondements de la justice des profits dans tous les commerces. De sorte qu'il n'est pas étrange que l'usure soit considérée comme si odieuse et si criminelle, et qu'elle soit si fortement condamnée par les lois divines et humaines, et si sévèrement réprimée dans la religion et dans la police. Alors là, on voit qu'il s'engage sur un terrain qu'il voudrait commercial ou économique, mais qu'il n'en maîtrise pas véritablement les tenants et les aboutissants. Pourquoi est-ce que les conventions rejetteraient l'usure en tant que telle? Eh bien, tout simplement parce que Doma considère que, à partir du moment où il y a une convention où une personne s'engage pour un taux relativement important à recevoir, à prêter de l'argent contre rémunération, eh bien, Doma considère qu'une telle convention est déséquilibrée, ne respecte pas l'équité, et donc il y a rupture de l'égalité dans le cadre de cette convention. Et Doma combat cette rupture de l'égalité. Alors, pourquoi? Essentiellement en raison du profit qui en est tiré. Il rejette l'usure parce que le prêt n'est pas inventé pour le profit de ceux qui prêtent, mais pour l'usage de ceux qui empruntent, et qu'enfin on peut ou donner son argent en rente, ou en faire quelque commerce autre que l'usure, qui ne saurait jamais devenir innocente sous aucun prétexte. Autrement dit, il y a des manières de, excusez-moi le québécisme, mais de faire de l'argent autre que le prêt d'argent. Et donc, les individus qui veulent tirer un profit d'un capital qu'ils possèdent, eh bien, doivent, par exemple, investir dans quelques commerces ou donner leur argent à rente, mais pas prêter sous la forme de l'usure. Et l'usure est de plus un instrument qui nuit
à la société dans son ensemble, parce qu'elle favorise ce qu'il qualifie de fainéantise, où elle engage l'usurier par la facilité d'un profit, sans industrie, sans risque et sans peine. Et alors là, il y a un élément qui est quand même intéressant, qui peut-être que Doman ne le savait pas lui-même, mais qui va connaître une certaine richesse par la suite, c'est la logique du risque. On la retrouve aussi dans d'autres développements des lois civiles qui ne portent pas sur l'usure, mais qui portent en matière de responsabilité. Autrement dit, Doma va considérer qu'à partir du moment où il y a un risque qui est porté par soit un créancier, soit un investisseur, eh bien, ce risque peut connaître une valorisation monétaire. Alors, c'est notamment le cas en matière de responsabilité. Et pour lui, alors, ça vaut ce que ça vaut, mais pour lui, dans le cadre d'une usure, eh bien, il n'y a pas de risque qui est couru par l'investisseur, puisqu'il va, alors bien sûr, on pourrait lui rétorquer, il y a le risque de faillite ou de banqueroute, mais pour lui, il va perpétuellement obtenir un titre sur le patrimoine de l'individu, et donc le risque n'est pas couru par celui qui prête, mais couru par celui qui emprunte. Il le dit dans la suite. La liberté dont jouit l'usurier de faire cesser quand il le souhaite son usure et d'exiger le principal quand il lui plaît, réduit le débiteur à l'esclavage sous le fardeau, je cite, de payer toujours inutilement et de se sentir à chaque moment exposé à repayer tout dans un contretemps qui l'accablera. Autrement dit, celui qui emprunte, eh bien, n'est pas maître du terme, n'est pas maître à la limite du montant qu'il va devoir rembourser, et donc il est dans une situation proche de l'esclavage, et donc le contrat, l'usure, doit être rejeté. Et alors il va mener une réflexion en comparant deux types de prêts, le prêt d'argent et le prêt de louage. Et dans cette distinction de ces deux types de prêts, eh bien, il va essayer de montrer en quoi le prêt de louage est licite et en quoi le prêt d'argent, a priori, n'est pas licite lorsqu'il prend la forme d'une usure. Alors, dans le prêt de louage, c'est-à-dire le contrat de travail, on a un droit de jouir ou de ce que produit le travail. Donc soit on va prêter une charrue, soit on va prêter sa force, et donc la personne qui prête, eh bien, va obtenir un salaire, mais la personne qui paye le salaire va avoir soit le salaire ou bien sûr le prix de la location, va avoir soit la jouissance du bien, soit le fruit du travail. Dans le cas du prêt d'argent, il constate que on a effectivement une somme d'argent qui transite de l'un à l'autre, que la personne qui emprunte obtient une certaine somme d'argent, peut en faire quelque chose, mais par contre, il n'y a pas de jouissance à proprement parler de ce bien, et en raison du taux qui va être appliqué à ce prêt d'argent, eh bien, le contrat produit un risque et produit un déséquilibre qu'il ne peut accepter. Même chose pour le cas fortuit. Le cas fortuit, dans le cadre d'un emprunt classique, eh bien, on a c'est la personne qui donne le bien qui va supporter le cas fortuit. Alors que dans le cas du prêt d'argent, eh bien, c'est l'inverse qui se produit. Même chose, quand on prête un bien, il y a une usure de ce bien. Or, lorsqu'on prête de l'argent, ce bien ne connaît pas une usure. Et constate ou conclut, dans le prêt d'argent, celui qui a prêté ne souffre aucune diminution ni perte et ne supporte pas le risque. Donc, dans une telle situation,
dans le prêt, celui qui emprunte devient, dans le prêt d'argent, celui qui emprunte devient le maître de ce qui lui est prêté. Donc, on a une logique qui est défavorable au prêt d'argent, mais il rattache quand même le prêt en tant que tel aux deux lois d'amour. Il nous dit, les deux manières de prêter ont leur origine comme les autres conventions dans l'ordre de la société et ils sont naturels et essentiels. Car il est de cet ordre où les hommes sont liés par l'amour mutuel et où chacun a pour règle de l'amour qu'il doit aux autres, celui qu'il a pour soi, qu'il y ait des manières dont ils puissent s'aider gratuitement et des choses et de leur personne. Donc on comprend bien, ce qui est naturel, c'est le prêt, ce qui n'est pas naturel, c'est de prêter contre une somme d'argent. Et il y a là une réflexion un petit peu plus large, si on recule un petit peu par rapport aux dispositions juridiques qu'évoque Thomas. C'est que tout à l'heure j'évoquais le fait que Dieu, dans son infinie sagesse, avait à la fois donné le poison aux hommes, mais également le remède. Et ce qu'il évoque, Thomas, derrière cela, c'est l'amour-propre. Il dit, voilà, l'homme déchu ne pense qu'à lui, est emporté par son amour-propre, mais il dit, cet amour-propre, même s'il est un vice en soi, produit des effets positifs, et notamment des effets économiques positifs. Pourquoi ? Parce que l'homme qui veut toujours plus pour lui-même est obligé de rentrer en relation avec autrui, est obligé de prêter, est obligé d'emprunter, est obligé de conclure des contrats, et donc, finalement, même si c'est pour réaliser quelque chose qui est jugé néfaste, c'est-à-dire son propre intérêt, l'amour-propre va provoquer ou va entraîner les hommes à conclure des conventions qui, elles, sont conformes à la loi d'amour de son prochain. Et donc là, on est véritablement dans cette logique. Alors, le contrat de prêt à intérêt viole ces deux lois, notamment parce qu'il y a cette dimension de déséquilibre et d'inégalité au profit du créancier. Il nous dit, il prend un profit sûr, où celui qui emprunte ne peut avoir que de la perte. Il prend un profit d'une chose qui n'est pas à lui, et d'une chose même qui de sa nature n'en produit aucun, mais qui seulement peut être mise en usage par l'industrie de celui qui emprunte, et avec le hasard de la perte entière de tout profit et du capital, sans que celui qui prête entre en aucune part, ni de cette industrie, ni d'aucune perte. Donc, c'est véritablement cette question du risque qui lui pose problème, et cette question de faire apparaître un fruit de quelque chose qui n'en a pas en principe. Donc, là, on est vraiment dans une vision assez archaïque des choses. On le voit, il se reprend beaucoup de thématiques qu'on retrouve au sein de l'école de Salamanque, et notamment chez Vitoria. Et alors, il décline cette logique dans toute une série de conventions. Par exemple, il rejette la pratique de l'anticrèse, alors, qui est un contrat, un type d'acte qui va disparaître, qui a déjà largement disparu à l'époque de Thomas. Et alors il nous dit, l'anticrèse est l'engagement d'un fonds dont le débiteur met son créancier en possession pour l'avoir en gage et pour en jouir, à condition d'en compenser les fruits avec les intérêts légitimes que doit le débiteur. Autrement dit, là, on emprunte, c'est une forme d'hypothèque, on emprunte, mais on laisse la jouissance du bien au créancier. Donc le créancier va en avoir les fruits, et il va avoir le remboursement de la somme, et il va en avoir l'intérêt, en quelque sorte, garanti. Alors il donne l'exemple du beau-père qui doit à son gendre la dot de sa fille. Bon, c'est un
exemple, qui nous intéresse peu. Mais ce qui est plus intéressant, c'est ce qui est dit ensuite. On donne ici, pour exemple, de l'anticrèse, l'engagement d'un fonds pour une dot, parce que les intérêts de la dot étant dus au mari, cette convention n'a rien d'illicite de sa nature. Mais l'anticrèse pour l'intérêt du prêt qui était permise dans le droit romain, comme l'était l'usure, est illicite par notre usage qui punit l'usure et les contrats qui la pallient sous apparence d'autres conventions. Autrement dit, il fait bien la distinction entre les situations où il y a véritablement un fruit qui est produit au regard du fonds et les situations où c'est une somme d'argent qui produit, j'allais dire presque artificiellement des fruits, qui là doit être rejeté. Donc, très clairement, l'usure et le prêt à intérêt est quelque chose qu'il faut absolument rejeter. Et d'ailleurs, ça lui permet, c'est une occasion de caractériser, je dirais, la pensée juridique romaine. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un juriste très marqué par le droit romain, mais il n'est pas fidèle au droit romain dans toutes les situations. Et dans cette situation, il évoque notamment le fait que les Romains étant païens, c'est pour cela, occultant une partie de l'Empire romain quand même, c'est pour cela qu'ils ont permis les prêts à usure. Alors, maintenant, détachons-nous de cette perspective du prêt à argent pour aborder un petit peu la vision de la société dans son ensemble et de comment est-ce qu'il organise la société. Alors, c'est un modèle qui convient tout à fait au système de pensée Louis XIVien, puisque d'ailleurs Domas a été pensionné chichement, mais pensionné quand même par le roi. C'est un système où le monarque est le lieutenant de Dieu sur terre. On est dans une perspective très proche de Bossuet chez Domas, où le monarque est, alors, pourrait-on dire absolu, en tout cas absolu dans les limites des lois naturelles et des lois divines. Ce qui, pour Domas, est une contrainte importante. Bien sûr, nous, ça nous paraît un petit peu plus relatif, mais dans sa perspective, dans son mode de pensée, le souverain est véritablement soumis à ces lois. Alors, soumis à ces lois naturelles, il doit, et il a pour fonction de faire fructifier le royaume qui lui a été confié par Dieu. Et il va utiliser notamment un droit de police général. Alors là, le droit de police, c'est le terme ancien, bon, vous êtes peut-être familier, pour qualifier, on va dire, l'ensemble de l'action administrative. Ce n'est pas obligatoirement la police au sens moderne du terme. Et le souverain est responsable de cette police générale des choses qui sont à l'usage du public, celles des villes et autres communautés, des universités, des hôpitaux, des arts, des commerces, et de la protection des lois d'église. Donc, un spectre relativement large pour l'intervention du souverain, et une intervention du souverain qui est pondérée par à la fois les coutumes propres au pays, ça, ici étant relativement peu, mais ça a quand même une part importante, et surtout qui est pondérée par les lois naturelles qui pèsent sur le souverain et sur les citoyens. Donc le pouvoir temporel s'insère dans cette perspective-là. Et on est d'abord dans une perspective, on va dire, de l'état gendarme. Alors c'est le terme qu'a utilisé Pierre Legendre pour qualifier l'état pensé par Domas. À mon sens, il va plus loin qu'un simple état gendarme, mais c'est vrai qu'il en assure au moins les premiers objectifs, c'est-à-dire les fonctions régaliennes de l'État, et notamment les fonctions de sécurité. C'est ce qu'il nous dit, le premier besoin général de la société des personnes qui composent un État est celui de le maintenir en paix et de les défendre contre des ennemis ou des sujets rebelles qui pourraient en troubler la tranquillité, soit pour ce qui regarde le spirituel ou le temporel. Donc, une fonction de sécurité tout d'abord, mais
une fonction qui a pour objectif toujours de ramener l'homme vers Dieu, de ramener l'homme vers son salut, et de manière parfois coercitive, d'obliger l'homme à se porter vers son prochain. Alors par exemple, pour Doma, la structure des corporations, c'est quelque chose qui est tout à fait symptomatique, qui est un prolongement de la loi d'amour de son prochain et de la loi d'amour de Dieu. Puisque dans le cadre de la corporation, l'apprenti va respecter son maître comme le sujet doit le faire de son souverain, comme l'homme doit le faire de Dieu. Et aussi, il est porté vers autrui à travailler en collaboration avec les uns et les autres, application de la loi d'amour de son prochain. Donc il nous dit, il est essentiel à la société qu'il y ait une subordination générale de toutes les conditions et professions sous une puissance qui en maintienne l'ordre. Autrement dit, on a un système qui est très structuré, très hiérarchisé, et que les conditions et professions soient subordonnées les unes aux autres selon que leurs fonctions peuvent dépendre les unes des autres ou se rapporter les unes aux autres. Et c'est la nécessité de cet ordre qui demande celui du gouvernement, surtout dans l'état où nous sommes, dans la pente de notre amour-propre, à nos intérêts et à nos passions qui renverseraient l'ordre de la société si l'autorité ne les modérait et ne les réprimait par des peines contre ceux qui se portent à contrevenir à cet ordre. Alors là, chez Doma, j'évoquais tout à l'heure le fait qu'il partageait avec Nicole une certaine vision positive de l'intérêt. Quand il évoque les questions de société, cette vision positive s'estompe très largement. Il n'en est pas à bâtir une société où l'amour-propre pourrait, je dirais, porter l'individu vers des éléments positifs. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut encadrer cet amour-propre pour qu'on ait des effets positifs. Il va structurer son état dans une posture très ancien régime, là rien de bien novateur. On a une société d'office, on a une société où la robe et le clergé et la noblesse contribuent à un modèle relativement stagnant. Rien véritablement d'original dans cette perspective-là, si ce n'est dans la définition du droit public qu'il donne. C'est un des premiers auteurs, en fait c'est le premier auteur quasiment, à avoir bâti aussi bien un système juridique de droit privé et un système juridique de droit public qu'il, j'allais dire codifie, le terme est peut-être un petit peu fort, mais qu'il organise véritablement. Et en donnant cette importance au droit public, il va définir deux matières ou deux domaines. Bon, la première consiste dans la sécurité et les devoirs régaliens. La seconde, qui est une suite de cette première, consiste à faire fleurir dans un État les sciences, les arts, le commerce et tout ce qui doit faire le bien public afin de mettre toute personne en état non seulement de se rendre capable de leur profession, mais de s'y perfectionner et de s'acquitter exactement de leurs fonctions et de leurs devoirs. Alors ça, c'est davantage moderne chez lui, parce qu'il y a une idée de, je dirais, d'égalité, alors non pas des conditions, mais d'égalité des capacités dans une condition donnée pour pouvoir assurer non pas forcément le bénéfice individuel, mais le bénéfice de la communauté dans son ensemble. Et donc, il faut poser un cadre, un ordre à ces différentes professions, un cadre, un ordre à ces individus qui sont portés vers l'amour-propre. Et à ce moment-là, il décrit une société essentiellement urbaine. Il s'intéresse assez peu aux campagnes, il en a une connaissance assez limitée,
C'est par la police qu'on a fait des villes et d'autres lieux où les hommes s'assemblent et se communiquent par l'usage des rues, des places publiques et des autres lieux propres à cet usage, et que ceux de chaque ville, de chaque province, de chaque nation peuvent communiquer à tout autre de tout pays par les grands chemins. Donc ça, c'est une vision très administrative des choses. Le roi, par l'intermédiaire de son grand voilier, doit assurer une libre circulation des individus. Par contre, on n'a pas la réflexion derrière qui porte, par exemple, sur une législation en matière de grains. Il se l'évoque uniquement lorsqu'il est question de caractériser l'aide aux plus démunis et de rejeter la prévarication et le stockage des grains. Il prône au contraire une distribution à destination des plus démunis. Et il est prêt à porter atteinte relativement fortement à la propriété privée, pourvu que l'intérêt public se trouve derrière cela. Il nous dit la chose suivante: il arrive assez souvent que les choses qui appartiennent à des particuliers se trouvent nécessaires pour quelque usage public, et si dans ces cas ils refusent de les vendre, ils sont contraints par l'autorité de la justice, parce que toute chose étant faite pour l'usage de la société, avant qu'aucune passe à l'usage des particuliers, ils ne les possèdent qu'à cette condition que leur intérêt cédera à l'intérêt public dans les nécessités qui le demanderont. Donc là, on voit l'intérêt privé est clairement subordonné à l'intérêt collectif. Autre élément qui est quand même assez intéressant, c'est que, et qui recoupe un petit peu cette idée que toutes les choses, tous les biens sont à l'usage de tous au démarrage dans la société, et ça n'est que par la suite qu'ils vont faire l'objet d'accaparement. C'est la question des res nullius ou des res communes, c'est-à-dire de tous ces biens qui sont à l'usage de tous. Et c'est le pouvoir royal, c'est le souverain qui est chargé de poser les conditions permettant à tous d'avoir accès à ces biens communs. Il nous dit l'usage des mers, la constitution de flotte, la pêche, la propriété des épaves, l'usage des ponts, des chemins, la réparation des lieux publics, l'usage des forêts, la pratique de la chasse rentrent dans les caractéristiques de la police et de l'usage que la police peut faire des biens communs, qui doit permettre le commerce, qui doit permettre le développement des individus et de la société. Car comme il est chargé du soin du repos du public, que c'est à lui qu'appartient la police de l'ordre de la société, et que ce n'est qu'en sa présence que peut résider le droit aux choses qui peuvent être communes au public dont il est le chef, c'est à lui, le souverain, que cette qualité donne la dispensation et l'usage de ce droit pour le rendre utile au public. Alors, ça donne l'occasion, notamment à Doma, de faire un très très long développement sur le domaine public, sur les manières dont le souverain peut en tirer profit pour sa personne, mais surtout pour la couronne. C'est un développement qui l'intéresse véritablement très longuement. Autre vision qu'il développe, et là qui recoupe à la fois la logique de la caritas chrétienne, mais aussi quelque chose qui, je crois, lui est très propre, c'est l'aide aux plus démunis. Et alors là, on comprend bien, hein, c'est toujours le prolongement de la loi d'amour de son prochain. Le devoir commun à toutes les personnes qui peuvent assister les pauvres est surtout naturel aux princes, mais à l'égard des princes, ils ne se bornent pas à secourir en particulier les pauvres dont les nécessités peuvent venir à leur connaissance, car il y en a très peu qui peuvent les approcher, mais leur charité doit les embrasser tous et pourvoir en général à leurs nécessités par les voies possibles, à proportion des moyens que leur en donne l'autorité souveraine et l'abondance de leurs revenus. Donc, obligation qui pèse sur le roi, mais qui pèse aussi sur les plus riches. Et ce qui est intéressant, je ne fais que l'évoquer ici,
c'est que Doma est l'un des premiers à utiliser le terme contribuable dans son traité juridique. Et il y a une véritable réflexion sur l'impôt, et notamment sur un impôt proportionné aux revenus. Donc là, c'est quelque chose de quand même plus original que d'autres développements que l'on trouve chez lui. Et c'est le prolongement de cette norme-là. Et alors là, loin de moi de faire un exercice de funambuliste pour poser des lignes entre des auteurs qui ne sont absolument pas du même monde, mais par exemple, quand on lit un Rawls, par exemple, on trouve des accents qui ne sont pas si éloignés au regard de l'égalité des chances, au regard je dirais, d'un certain minimum de revenus qui doit être offert à tous. Et là, à noter que les princes doivent mettre en place des moyens proportionnés pour donner des subsistances à tous, et notamment aux plus démunis. Et notamment, Doma va écrire un petit projet qui consiste à des sortes d'établissements de subsistance ouverts aux plus démunis contre des travails d'intérêt commun. Donc il y a la volonté de projeter, je dirais, la réflexion générale sur des dimensions pratiques. Même chose, une perspective très large des hôpitaux. Alors, des hôpitaux qu'on connaît sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire pas seulement des établissements de soins, mais des établissements d'assistance, des établissements de secours généraux. Il évoque l'utilité de ces hôpitaux pour les bienfaits de la société dans son ensemble. Il nous dit les hôpitaux, et surtout ceux qu'on appelle généraux, ont encore cette utilité pour la religion et la police, que les aumônes sont plus utilement employées, que les pauvres sont mieux secourus. Là, il y a une idée d'efficience qu'on retrouve à plusieurs reprises chez lui, d'utilité, d'efficacité des interventions, qu'il ne saurait l'être dans les autres lieux où leur pauvreté pourrait leur permettre de se retirer, et qu'ainsi, cessant de vaguer, ils sont beaucoup moins à la charge du public. Donc là aussi, on voit poindre une certaine réflexion plus économique en se disant, finalement, on est peut-être mieux de mettre de l'argent dans les hôpitaux qui vont donner des fonctions ou un secours aux plus démunis, plutôt que d'avoir à gérer ensuite toutes les dimensions négatives de l'errance, de la violence qu'on peut retrouver. Il prolonge la place et le logement nécessaires aux pauvres selon leur nombre et selon les lieux, que les lieux doivent être proportionnés à leur usage, soit pour la distinction des sexes ou pour les occuper à quelque travail dans les hôpitaux destinés aux pauvres valides. Alors là, encore un exemple, dans sa perspective d'une police très organisée, très structurée, il y a chacun dans le lieu où il sera le plus efficace, séparation des sexes pour éviter qu'il y ait des troubles, et chacun à la place finalement que Dieu a bien voulu lui assigner. Donc on le voit, la liberté individuelle a très peu de place à jouer dans ce cadre-là. Et puis dernier point que je veux évoquer avec vous, la question du commerce. Alors là, je termine un peu sur un down, si vous me permettez l'expression. Au regard du commerce, rien de bien intéressant, rien de bien révolutionnaire. Il définit le commerce de manière très large, une communication réciproque entre deux individus, dont l'un donne à l'autre une chose pour une autre qu'il reçoit de lui. Et ce commerce est une vente si l'un des deux donne de l'argent pour la chose qu'il prend de l'autre, ou un échange si l'un et l'autre donnent d'autres choses que de l'argent. Et alors, il décrit ou il insère le commerce dans une perspective très juridique entre différentes obligations, l'obligation relative au contrat de vente, l'obligation relative au contrat d'échange. Bien sûr, pour lui, l'échange est toujours beaucoup plus favorisé que le contrat de vente parce qu'il n'est pas vicié par l'argent. Dans le cadre de l'échange, on est dans une application très pure de l'amour de son prochain, ce qui est un petit peu moins vrai dans le cadre du contrat de vente, encore que
et là aussi c'est une petite ouverture, en matière de vente, il pose toute une série de règles, de conditions, empêchant par exemple l'enrichissement sans cause, notion à laquelle il est très très attaché. Donc une vente dans cette situation-là ne crée pas un profit indu. Et il insère cette perspective commerciale dans une logique essentiellement mercantiliste. Il veut qu'on développe les manufactures, que l'on fasse venir l'argent de l'étranger, que les étrangers importent, enfin plutôt investissent dans le pays, et qu'on retienne pour cet argent au sein du système national. Il souhaite tirer des pays étrangers les choses dont on manque, car c'est par le commerce d'un pays à l'autre qu'on attire dans chaque État les choses qui peuvent y manquer et qu'on trouve ailleurs. Donc, vision très classique. On souhaite accroître les ressources, en fait classiques et même archaïques déjà à l'époque où écrit Domar. On souhaite acquérir ou augmenter le stock d'argent et on caractérise un commerce qui souhaite essentiellement vendre des produits manufacturés et importer des matières premières. Alors, toute cette perspective, j'en conviens, très peu économique ou très peu commerciale, en tout cas, ce n'est pas son propos à proprement parler, va quand même connaître une certaine richesse chez les premiers économistes, on va dire, là, vous allez tout de suite me reprendre, j'allais dire libéraux. Est-ce qu'on peut vraiment les qualifier de tels? Bon, je vous laisserai juge de la chose. Mais chez un auteur comme Bois-Guilbert, que Faccarello a étudié largement, on trouve beaucoup de proximité, même s'il le cite très peu, voire presque pas du tout. Mais il y a beaucoup d'éléments qui rapprochent les deux auteurs. Même chose, alors plus tardivement, chez un auteur comme Melon. Alors par exemple, chez Melon, c'est la vision de l'usure qui est totalement critiquée, rejetée, mais il l'a lu, il l'a utilisé, et effectivement, la réflexion autour de l'intérêt, de l'intérêt individuel, d'une certaine manière de l'amour-propre, c'est quelque chose qu'il trouve ou qu'il valorise de manière plus positive. Donc, c'est là-dessus que je veux vous laisser. C'est un auteur, un pied entre deux mondes, entre un certain archaïsme, mais qui a quelques intuitions modernes. Juridiquement, c'est à peu près le même constat qu'on peut faire, si ce n'est que il a poussé beaucoup plus loin sa réflexion juridique, ce qui va permettre à celle-ci de connaître une seconde modernité au moment des grandes codifications napoléoniennes, ce que, bien sûr, dans sa perspective économique, et je dirais même sa philosophie de manière générale, va être abandonnée très largement. Les auteurs du second jansénisme, en fait, se servent quasiment pas de Domar. On en trouve quelques éléments chez les auteurs des maximes du droit public, mais c'est à peu près tout. De ce point de vue-là, le second jansénisme vit véritablement une césure presque totale avec le premier jansénisme, ou l'un des premiers jansénismes illustrés par la pensée de Domar. Merci. Bien, merci Sébastien pour cet exposé très clair. Je ne sais pas pourquoi je t'ai David. C'est pas grave. Merci David. Parce que je dois. Oui. Je peux poser une première question. Oui, d'accord. J'aurais plein de questions à vous poser. Mais justement, vous avez parlé intérêt. Déjà, vous avez utilisé le mot intérêt, donc, parce que
c'est déjà très moderne. Oui, bien Intérêt, sûr. non, justement, parce que ça revient après à la tradition libérale anglo-saxonne, par exemple. Je ne sais pas si c'est pas Le prêt à utilisé. le prêt à l'intérêt, il utilise quand même le terme. Oui, oui, mais parce qu'on passe de l'âge de passion à l'âge de l'intérêt, donc l'intérêt, ça renvoie un peu de questions au calcul, etc. Et vous avez parlé, justement, je ne connaissais pas, je ne suis pas un historien de la pensée, mais je suis intéressé surtout à Scottish Enlightenment, etc. Comme ça. Vous avez parlé donc du clivage intérêt particulier, intérêt individuel, intérêt collectif. Et lui, il accorde la priorité absolument à l'intérêt individuel et collectif. Est-ce qu'il y a déjà en lui une sorte d'idée, une possible conciliation entre l'intérêt collectif et l'intérêt individuel, qui ça passe par tous les Scottish Enlightenment, par les marchés? Parce que vous avez parlé du commerce, parce que les marchés, la notion du marché qui vient de cette tradition première, disons-le, c'est les marchés comme le moment où il y a la conciliation finale entre les intérêts collectifs et les intérêts individuels. Non, je voulais juste... Oui, chez lui, on trouve Il y a pas ça. il n'y a aucune idée, disons, une confiance sur les vertus eschatologiques du marché. C'est ça. Non, franchement, je pense qu'il aurait pu se rendre jusque-là. Il n'en était pas si éloigné, mais ça serait tout à fait, je dirais, extrapoler sa pensée que de considérer que ça se trouve déjà en germe chez lui. Donc, non. Je vais compléter peut-être juste pour là-dessus. Cette notion d'intérêt individuel, effectivement, elle est présente, parce que les dates 1696, au moment où il décède, genre il a écrit certainement, je suis dans les années 1680 ou 96. Oui, il a commencé à écrire dans les années 60. Il est en fait à une époque où la notion d'intérêt individuel est vraiment très présente dans les écrits britanniques en particulier, où effectivement la notion d'intérêt individuel n'est pas incompatible avec l'intérêt collectif. Alors je suppose qu'il n'a pas lu les textes ou les pamphlets britanniques qui se sont beaucoup développés, mais c'est vraiment à cette époque-là que, outre-Manche, on parle vraiment d'intérêt individuel. Et c'est un peu ce côté, tu l'as bien dit, il a un côté un peu archaïque dans le sens où il n'a pas passé, si tu veux, il n'a pas passé ce stade-là. Et ça, je crois que c'est très important. Mais, parce que ça passe, la conciliation entre les intérêts collectifs et les intérêts individuels, ça ne passe pas forcément par les marchés. On est tous d'accord. Bien sûr, oui, bien par sûr. exemple, ça peut passer par la providence. Et là, il y a une histoire justement de naturel, mais je pose encore une question, mais justement, parce qu'il me semble entre un peu contractualiste, un peu thomiste, c'est un mélange un peu, c'est comme s'il avait fait comme ça. Par exemple, vous avez parlé que selon lui, il parle de droit naturel, donc les gens ont accès, c'est intelligible le droit naturel. C'est ça la définition qu'il donne. Voilà, mais là, c'est la providence qui se dévoile. C'est ça la question. C'est-à-dire, la loi de Dieu, comme vous disiez, la loi de Dieu, comme ça, c'est quelque chose qui se dévoile. L'homme a accès à cette connaissance. Non, c'est très thomiste, voilà, justement. Non, c'est très intéressant. Voilà, mais c'est vrai qu'il est sans cesse dans cette ambiguïté-là, où à la fois, j'allais dire presque si on prend au pied de la lettre certains de ces phrases, certaines de ces phrases, on est vraiment dans de l'augustinisme à la limite. Il faut suivre l'Ancien Testament à la lettre, mais aussi, exactement dans le même mouvement, il développe tout à fait l'idée que, oui, il y a la providence qui peut imposer, qui peut orienter l'homme vers... mais l'homme n'est pas du tout... et là, c'est à mon avis, sa grande divergence avec la grâce du premier Port-Royal. L'homme n'est pas du tout prisonnier, enfin, n'est pas absolument prisonnier de cela. Parce qu'il est doué de raison, parce qu'il est capable de redécouvrir la loi naturelle, des hommes sont capables de s'orienter et de surpasser, par exemple, leur amour-propre, par exemple, leur vice. Et donc, dans une perspective tout à fait thomiste, il voit quelque chose d'assez positif. Donc, il est de ce point de vue-là plus proche de Nicole que de Pascal ou de Arnaud, par exemple. Merci. Autre question?
Oui, Maxime, d'abord, bravo, merci, hein, c'était très intéressant. Et alors moi je connaissais un petit peu, mais parce que Marguerite Carrier avait dit de lui, du coup je me disais... C'est la Grande Guerre. Voilà, donc je me disais, est-ce que peut-être qu'elle du coup elle a pointé, ou en tout cas elle a mis en exergue la relation avec Pascal, avec son... Et peut-être qu'elle a centré son récit, ou en tout cas ce qu'elle raconte sur sa relation avec Pascal, et en omettant peut-être d'autres choses, du coup, enfin, volontairement, ou par ce prisme de la foi très, très fort. Donc, mais du coup, ce que je trouve vraiment très intéressant et d'assez nouveau, même à l'époque, c'est son système quasi complet, systématique et systémique de la société de son époque. De ce point de vue-là, alors c'est ça qui est un petit peu particulier avec cet homme, c'est que sur le fond, il ne dit pas tant de choses neuves, et parfois même des choses très très anciennes, mais par contre, sur la manière de les conceptualiser et de les penser, là, il a un coup d'avance. Et effectivement, c'est fou comme il a cherché à bâtir à la fois une organisation totale, absolue, mais aussi à chaque fois être capable, je dirais, de la plus bête norme coutumière du fin fond du Poitou en matière de succession. Il essaye de décrire comment est-ce qu'on peut la faire remonter à la loi d'amour de son prochain, ou à la loi d'amour de Dieu. Et ça, c'est une forme de... Alors, je dirais c'est à la fois très fort, mais à la fois c'est fragile. Parce que ce qu'on va faire dans son héritage, finalement, en tout cas du point de vue des juristes, c'est qu'on va couper la tête de la pyramide, c'est-à-dire qu'on va dire, bon, loi d'amour de Dieu, loi d'amour de son prochain, on s'en fiche, et puis on récupère toute la structure juridique et on va en faire la structure du code civil, tout bêtement. Du coup, j'avais pas mal de petites remarques aussi. Du coup, moi je connais plutôt bien la pensée sur l'usure, premier janséniste, mais surtout sur le deuxième janséniste. Et c'est vrai que j'ai une phrase en tête de Pascal et puis d'Arnaud, où alors c'était, ils sont conscients de la difficulté par la raison d'accepter l'interdiction de l'usure, mais du coup, en définissant l'interdiction à l'usure comme un mystère lié au mystère de la révélation finalement. Et donc s'opposer à l'interdiction de l'usure, c'est s'opposer au mystère de la révélation. Donc, ouais. Il encastre comme ça. Alors, Doma, lui, il va moins loin là-dessus, enfin il n'est plus, j'allais dire brut de décoffrage, il considère l'interdit comme étant, à la limite, je dirais presque qu'il ne fait pas d'analyse, bon, si ce n'est la comparaison sur les différents types de contrats, mais il ne fait pas d'analyse approfondie de la notion. Pour lui, c'est à rejeter, point barre, comme une évidence. Effectivement, chez Arnaud, je ne me souviens plus, mais en tout cas chez Pascal, c'est plus nuancé. Il y a quelque chose qui les gêne. Doma n'a pas cette gêne-là. Pour lui, d'axiome, en voilà. fait, ça. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que là, du coup, il se réfère dans son interdiction au niveau théologique plus à l'Ancien Testament. Ouais. Enfin, c'est peut-être plus du coup à un axiome de vie ou de pratique que vraiment à quelque chose de dogmatique finalement. Oui. Et ça, c'est intéressant parce que c'est tout ce que vont essayer d'utiliser les jésuites quelques années après pour essayer de. Ouais. Et au niveau du droit, c'est très intéressant parce que c'est finalement là où le bas blesse, où ils vont se tirer une balle dans le pied finalement, c'est que finalement, en affirmant et en légitimant l'interdiction de l'usure par un argument juridique, du coup, il donne des outils, il donne le bâton pour se faire battre. Aux opposants et aux juristes pour justement créer des petits contrats, des triples contrats, les contrats achats de près des deux côtés, etc. Et que finalement, ils vont ouvrir ces conditions au fur et à mesure pour autoriser l'usure spatialement. Et du coup, ça. Ouais, c'est très juste. Du coup, j'ai eu cette vision chez les deux seconds jansénistes. Et sur sa vision du risque, ça me fait penser aussi aux jésuites et à Lessius, qui avait cette vision du risque. Voilà, et Lessius, alors, j'ai jamais pu le démontrer, mais je suis certain que Doma l'a lu et je pense même qu'il devait être d'une manière ou d'une autre, peut-être en correspondance, mais il n'y a plus rien, on n'a plus sa bibliothèque et
c'est dur dans la manière où il cite personne, mais oui, il y a une proximité très forte. Et aussi, je ne sais pas si vous l'avez évoqué, mais c'est la vision de la liberté du coup, chez lui. Parce que, alors l'homme est doué de raison, déjà, c'est complètement non augustinien, enfin, c'est s'opposer vraiment à Jansénus ou à Saint-Cyran. Et quelle est la place de la liberté? Est-ce que l'homme, par exemple chez Pascal ou chez Jansénus, qui est totalement nouveau, c'est la définition de la liberté comme un acte volontaire. Donc tout acte volontaire est libre par définition, ce qui est complètement en opposition à la vision traditionnelle de l'Église. Et du coup, là, est-ce que chez Thomas, on a cette vision de la liberté individuelle? Est-ce que ce caractère de raison dans les échanges économiques, commerciaux, implique aussi une liberté de l'individu? Alors oui, il est très très proche de Pascal de ce point de vue-là. Ce que j'évoquais au début avec les actes volontaires et involontaires, il y a une assez longue réflexion menée sur ce qu'est la volonté et ce qu'est la liberté derrière cette volonté. Mais ce qui, pour le coup, est moins cohérent, c'est une fois qu'on part sur cette liberté-là, il y a la société extrêmement ordonnée qui est derrière. Donc, peut-être que l'homme est doué de cette liberté tirée de la raison notamment, mais on ne voit pas bien où il va pouvoir quel usage il va pouvoir en faire dans une société qui est tellement hiérarchisée et tellement structurée. Mais on en voit parfois on sent qu'il n'est pas toujours à l'aise avec cette dimension-là, et notamment, là parfois l'homme ressort un petit peu derrière l'œuvre quand il évoque le statut de la robe. Là on sent bien que lui, petit magistrat de province, il aurait rêvé avoir une forme de promotion sociale qui lui aurait profité. Et là, il a quelques passages sur la liberté, l'industrie des individus, mais c'est vraiment au détour d'un passage où finalement il conclut que, somme toute, oui, les ordres sont là pour durer, et puis il va falloir vivre avec. Donc il y a vraiment une ambiguïté de ce point de vue-là. Et du coup, juste trois petites remarques. Je pense que deux choses qui sont très importantes, qu'on n'a pas forcément à cette période ou chez les premiers économistes, c'est sa réflexion sur l'impôt, que j'ai trouvé très intéressant, parce que même du coup les économistes qui vont venir après ne vont pas analyser l'économie par cela, et puis ils ont finalement ce qu'on appelle un peu l'équivalence ricardienne, donc la dette, l'impôt, c'est un peu la même chose pour eux. Et donc du coup, il n'y a pas vraiment une analyse approfondie de l'impôt chez les économistes, en particulier chez Bois-Guilbert. Et je pense que d'ailleurs, peut-être que la relation entre Thomas et Bois-Guilbert peut se faire par Nicole. Oui, c'est pas direct. Ouais. Je pense pas que c'était. L'influence de Thomas sur Nicole, peut-être par cette touche thomiste dans l'école. Et du coup, l'enseignement par Bois-Guilbert de Nicole. Et là, on voit bien, il y a vraiment dans un petit cercle Port-Royal, notamment la tension avec les Périers d'un côté, et puis Thomas qui se rapproche de Nicole, et après la mort de Pascal, et Thomas est plus véritablement au sein de Port-Royal, même s'il en partage encore un certain nombre de... Et du coup, comment il était perçu? C'est à la fois avocat du roi et à la fois proche des anciens frondeurs. Alors, il était... Lui, voyait les choses de manière assez claire, c'est-à-dire que il est du côté du roi. Ce qui, lui, combat les jésuites. Donc, et il combat les jésuites avec les outils d'un juriste de son temps, c'est-à-dire avec le gallicanisme. Donc il se met dans cette posture très parlementaire où il s'oppose jamais au roi, toujours aux jésuites, et il
le fait, notamment dans le cadre de sa fonction, il va s'opposer à certains pères jésuites, où là je vous dirais que je ne suis pas sûr qu'un autre avocat du roi va y mener les mêmes Je ne sais pas trop actions. comment ça se passe au niveau du droit, mais dans les promulgations de bulles, doivent être enregistrées, je suppose, au Parlement. Et donc du coup, quelle était sa position sur... Alors, à l'époque de Doma, il n'y a pas encore de bulles qui ont été enregistrées sur ces thèmes religieux-là. Par contre, il y a quand même... C'est la cum occasionnée... Voilà, il y a quand même toutes les interventions contre Port-Royal en soi, matériellement. Et là, il ne prend pas position. Ça n'apparaît pas. Il n'y a pas d'écrit à proprement parler là-dessus, si ce n'est ce qu'on qualifie de ses pensées, qui montre un homme très 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 désabusé quand même. Et je pense que s'il n'aurait jamais, je dirais, émis une opinion défavorable sur l'action du roi, qu'il pensionne à peu près à la même période d'ailleurs, il a dû avoir du mal à le vivre intérieurement. C'était quelqu'un d'assez torturé et je pense que de ce point de vue-là, voilà, il y avait une assez grande difficulté pour lui à sortir par le haut d'une telle situation. Je vais revenir sur deux... Ah, vas-y. Moi, je voudrais prendre le problème un peu à l'envers. Il commence par définir l'usure comme dès qu'il y a un excès du remboursement sur ce qui a été prêté, il y a usure. Donc là, on est à un niveau de réflexion économique qui est... on revient au grec quasiment. Hein. On revient 1500 ans en arrière. Notamment, une des choses qui n'est pas volonté un peu forcenée de présenter des lois civiles naturelles, une sorte de... Alors, en fait, il ne l'assume jamais vraiment, mais pas une société idéale, mais en tout cas, des normes qui devraient être connues et qui permettraient à la société de fonctionner dans le schéma divin qu'il estime devoir être celui qui devrait être suivi. Juste pour compléter ce que vous venez de dire, c'est vrai que les jansénistes connaissaient le Concessant et Émergène, mais souvent ils l'oublient volontairement parce qu'ils sont totalement opposés à la vision thomiste et à la vision scolastique. Donc, dans leur idée, c'est vraiment une vision augustinienne, tridentine, donc par cet environnement tridentin et par la contre-réforme catholique, on revient par l'écriture pure et donc on essaie d'évacuer à la fois toute la tradition de droit canonique qui s'est passé même sur la question de l'intérêt, en revenant justement pour la plupart des jansénistes au Nouveau Testament à Luc, prêter sans rien attendre en retour. Et justement, le type de prêt que parlait Thomas, certains types de prêts vont avoir lieu en Hollande quelques années après dans le débat sur l'église d'Utrecht, notamment sur la vision d'intérêt, sur ces contrats achats des côtés où l'emprunteur, où celui qui reçoit l'argent peut le liquider à tout moment ce prêt. Et c'est ce qui va donner lieu, ce type de contrat particulier, à des débats violents qui vont donner lieu plus tard à l'exprévendite. C'est la dernière autorité dogmatique du pape en matière d'usure, même encore aujourd'hui. À partir de 1765, à partir de l'expérience, plus jamais on parle d'usure dans le dogme catholique, dans la doctrine. On s'intéresse, le pape s'intéresse davantage avec une pauvreté, etc. Mais on considère ce débat tellement tranché. Donc je pense que, chez certains enseignants, par exemple chez Arnaud, on rejette, on ne parle pas tellement de ces problèmes du Concessant d'Émergène, plus par une réaction antiscolastique et anti-thomiste d'une certaine manière, que par un volontaire. Après, je dirais chez Thomas, c'est peut-être... Il y a sûrement des deux. Mais il y a une volonté de bâtir quelque chose un peu désincarné. Et donc, bien souvent, il ne s'embarrasse pas de la réalité factuelle au profit du système, entre guillemets, d'une certaine manière. Je voudrais revenir sur les nourritures quotidiennes, justement, sur la réalité.
préciser. Bon, en ce qui concerne, bon, d'une part les grains et d'autre part les dopants. Oui. Donc tu en as un petit peu parlé, et notamment tu as dit que les grains relevaient du domaine public. Alors est-ce que ça signifie, dans la pensée de Thomas, qu'il va falloir, par exemple, comme le fera plus tard Bois d'hiver, il faut créer des greniers d'abondance qui ensuite permettront d'alimenter le marché en cas de pénurie, ou est-ce que l'État intervient pour décider d'un bon prix du marché pour permettre à, je dirais, aux plus démunis d'acheter leur pain? Ça, c'est la première chose sur les grains. Et ensuite, sur l'aide au pauvres, tu parles de. Bon, alors évidemment, c'est l'affaire de l'enfermement des pauvres dans les hôpitaux, quand même. Donc, il a l'air de préférer cet enfermement dans les hôpitaux plutôt que la charité privée, ce qui finalement va un peu en contre-proposition par rapport à ce qui est habituellement suggéré. Bon, par ailleurs, les hôpitaux ne fonctionnent pas avec l'argent public, ils fonctionnent quand même avec des fonds privés. Comment va-t-il, lui, cette de pauvre fiscalement, Alors, malheureusement, je ne vais pas pouvoir apporter oui, de réponse parce que, alors, sur les grains, c'est très pauvre. L'essentiel, c'est que pour lui, il faut organiser la circulation. Il ne s'embarrasse pas véritablement du stockage. Donc il ne va pas aussi loin que Bois d'hiver, il n'y a pas d'idée de gestion, je dirais, étatique de l'offre et de la demande en la matière, mais assurer la sécurité, permettre la circulation. Et alors par contre, en matière de prix, effectivement, là, il évoque la possibilité pour le souverain de fixer un juste prix aux denrées de première nécessité et essentiellement au pain. Et il évoque aussi la possibilité, puis moi j'avais travaillé là-dessus en matière de responsabilité, en matière de qualité. Curieusement, il prolonge toutes les règles des corporations en faisant valoir que ces règles des corporations permettent au sujet de bénéficier de denrées comestibles et de bonne qualité. Donc c'est un pouvoir qu'il octroie au roi, mais toujours dans son idée d'état de justice, c'est-à-dire que ça va être le fameux prix juste et sans aller beaucoup plus loin. Oui, dans la pratique, on ne sait pas trop comment. Voilà, non, il ne détaille pas du tout. Sur les hôpitaux, je te dirais, c'est assez fluctuant, je dirais, la proportion privé-public dans la gestion des hôpitaux. Il a quand même, semble-t-il, je ne veux pas dire une préférence, mais il conçoit quand même que c'est l'État qui doit prendre un peu le leadership en la matière et qu'il considère que les institutions de son temps où le privé et quand même et l'Église sont mis de l'avant, sont pas satisfaisantes. Donc il y a une volonté de réforme chez lui de ce point de vue-là qui est assez présente. Par contre, les éléments factuels de détail sont pas aussi présents. Tu disais qu'il envisageait des emplois publics contre nourriture. Oui, enfin, en tout cas, des tâches sur les biens publics, par exemple, entretien de route. Voilà, plus tard, tu roules des Oui, oui. la politique sociale. Donc, c'est vrai qu'effectivement, c'est nouveau à l'époque où finalement, on va donner du travail contre une nourriture. Alors, juste une dernière question, parce que c'est une question qui va revenir ensuite souvent dans la littérature. Est-ce qu'il fait une distinction entre les bons et les mauvais pauvres? Alors, écoute, de mémoire, je crois pas. Je crois pas. Non, il y a vraiment une ouverture, une caritas véritablement mise de l'avant. Je crois pas qu'il stigmatise à un moment les mauvais pauvres. Mais là, je pourrais peut-être me tromper.
bonne dizaine d'années que j'ai terminé ma thèse et je ne crois pas. Moi j'ai Oui. une question, c'est. Je suis pas du tout historienne. C'est pas- Du tout. c'est pas- Non, je faux, suis ouais. le maillon faible de cette assemblée. Mais juste pour remettre dans le contexte, sur l'assistance aux pauvres, Oui. je comprends qu'il y a une obligation de charité. D'accord. Morale. Oui. Pas juridique. Mais justement, j'ai l'impression que c'est quand même une espèce de contrat, c'est-à-dire qu'on va apporter de l'assistance en contrepartie de quoi on demandera à l'intérieur d'une structure qui soit institutionnalisée, style hôpital, que les gens fassent un travail. Est-ce que c'est une réflexion de l'époque? Est-ce qu'il y a d'un côté des gens qui disent on donne de l'assistance aux indigents sans contrepartie, ou bien il y a l'idée de on veut bien aider les gens qui le nécessitent, on a un amour du prochain et on va le manifester comme ça, mais en contrepartie on va quand même demander quelque chose. L'idée de la contrepartie est quand même bien présente, en tout cas chez Doma. Maintenant, alors je dirais pas seulement morale. Chez Doma, ça prend une forme juridique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment, alors c'est peut-être un petit peu fort, mais il y a vraiment obligation pour toute personne qui dispose de revenus, je dirais, supplémentaires, de les consacrer à la charité. Par contre, il n'y aurait pas de contrat de travail, entre guillemets, où l'institution publique embaucherait les démunis contre paiement de nourriture pour faire telle ou telle tâche. Ça, en tout cas, je ne l'ai pas vu trop structuré comme ça. Mais par contre, ça existe. Tout le XVIIe siècle, c'est un siècle où on a créé en Grande-Bretagne les workhouse, en France des maisons de travail, où on enferme effectivement les gens et en échange de la nourriture et du logement, ils travaillent. J'allais dire, c'est deux obligations parallèles finalement, mais qui ne sont pas liées l'une à l'autre. C'est pour ça que je posais la question, est-ce qu'il fait la différence entre les bons et les mauvais pauvres? Parce que la charité va typiquement aux bons pauvres, ceux qui font vœu de pauvreté parce que c'est un choix. Alors que ceux qui sont pauvres par calcul économique, en disant j'ai plus intérêt à ne pas travailler qu'à travailler, ceux-là sont considérés comme les mauvais pauvres. Et là, justement, tous les auteurs du XVIIe, Richelieu et bien d'autres, disent finalement il faudra les enfermer, on va les faire travailler et contre ça, on leur donnera effectivement de la nourriture. Alors là, vraiment. Donc Doma est en dehors de ce débat-là. J'ai l'impression quand même qu'il est le peu que je ne connaissais pas en fait, mais on a l'impression qu'il est quand même en dehors des débats. Ah, c'est pas un. De l'époque, parce que ouais. le débat sur les ports, sur l'emploi, sur la fonction des hôpitaux, ce sont quand même des débats très importants. Alors, et sur les blés, alors, évidemment encore plus. Mais je te dirais, c'est un juriste. Oui, bien sûr. C'est un juriste et les juristes sont tu presque systématiquement en dehors mais quand même, tu as de ces enjeux. Ils s'intéressent quand même par. Oui. C'est plus économique que ce que tu mais tu vois, il n'est pas dans les cercles intellectuels, encore que, par exemple, le salon Madame de Sablé, il l'a fréquenté, d'ailleurs il a été ridiculisé largement. Mais donc, il y a eu un moment de sa vie, en tout cas, où il a été là-dedans. Mais la période où il écrit les lois civiles, il est un peu, c'est la vieille chauve-souris qui rentre dans son chez-soi pour écrire ses lois civiles, et il a de moins en moins de contact avec le monde. Et je pense que ça, c'est pas un magistrat qui a eu des fonctions importantes. Il n'est pas véritablement inséré dans les milieux d'Europe non plus. Donc, je dirais que beaucoup de ces choses-là, beaucoup de ces débats intellectuels-là, il y est plus ou moins connecté. Il est vraiment dans la technique juridique, mais en même temps, il a une ambition qui dépasse la simple technique juridique. Donc, c'est ça qui crée à la limite des attentes ou qui font qu'il est un peu isolé. Il y a d'autres questions? Merci beaucoup.
beaucoup. Bon, ben, Sébastien, merci. Bon, je vais avoir une tête de Sébastien.